Vous écoutez un podcast produit par l'association Les Fameuses, enregistré en juin 2023 à l'Opéra Gralin de Nantes. Louise Gasté est sociologue spécialiste des questions de genre et des discriminations, cofondatrice de l'organisation Les Petites Voix. Elle est en conversation avec Maud Raffray, coprésidente de l'association Les Fameuses, pour une conférence intitulée « Prendre soin, c'est changer le monde ». Bienvenue Louise. Bonjour, merci beaucoup. Alors c'est pas l'interview la plus confortable que nous ayons à faire toutes les deux, puisque quand même on est au courant qu'on va se parler depuis hier après-midi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il paraît qu'il faut parler de ces vulnérabilités, c'est fait, c'est posé. Donc je ne connais pas par cœur le travail de Louise, et elle n'a pas franchement eu beaucoup de temps pour se préparer. Elle m'a dit c'est pas grave si j'ai des notes manuscrites, j'ai pas eu le temps de taper et d'imprimer. Non, c'est pas grave du tout. Ouais, c'est la Alors pour y aller un peu tranquillement, je vais commencer juste par reposer un petit cadre tout simple. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé, justement, comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Les métiers du soin et des liens aux autres sont au centre, évidemment, de cet enjeu majeur de société, qui est d'assurer le bien-être des citoyens et des citoyennes, quel que soit donc leur âge, leur degré de vulnérabilité. Je pourrais égrener tous les critères qui feraient que tous les citoyens et citoyennes ne sont pas égaux et égales face à la santé. Et j'ai envie de commencer cet échange avec une question toute simple. Qu'est-ce qu'on appelle les professionnels du soin et du lien aux autres? De quel métier concrètement il s'agit? Alors il s'agit de beaucoup de métiers, c'est pas une question très facile, on va pas pouvoir tous les citer ici, mais ça regroupe l'ensemble des métiers qui vont prendre soin des personnes vulnérables. Et par personnes vulnérables, ça va des personnes qui sont malades, qui sont handicapées, qui ont des enfants, des personnes âgées en perte d'autonomie, etc., etc. Donc déjà on a un ensemble de publics qui est très large, et puis c'est à la croisée d'un certain nombre de secteurs qui sont assez nombreux. Ça va être le secteur ménager, ça va être le secteur sanitaire, le secteur social et puis le secteur éducatif aussi. Donc on a vraiment un ensemble de professions très larges et un ensemble de missions, de savoirs, de compétences qui sont tout aussi vastes. Est-ce que, je vais passer au-dessus parce que ça va être trop compliqué en fait, Est-ce que tu peux citer un certain nombre de ces métiers dans ces différentes sphères justement? Oui, bien sûr. Donc, ça va être les personnels soignants comme infirmières, aides-soignantes, ça va être les aides à domicile sur lesquelles j'ai travaillé, ça va être les auxiliaires de vie, les assistantes de vie éducative, donc vraiment un ensemble. Je dis assistante, j'utilise le féminin sans grande surprise, ce sont des métiers largement féminisés, mais donc ça va être aussi bien dans le secteur du médico-social, de la santé, de l'éducation. Donc aussi éducateurs, éducatrices spécialisés, voilà, assistants sociaux de manière générale. Voilà, exactement. Et justement, tu l'as un peu devancé. Qui occupe ces emplois? Ça, on sait un peu, mais quand même, on va essayer de baliser un peu le paysage. Et au passage, pas qu'au passage, quel est, ou plutôt quels sont les problèmes aujourd'hui sur ces métiers? Je dirais un paquet, mais pour répondre à la question, on a quand même 80 à 99% de femmes dans ces métiers. En fonction des secteurs, ça varie. Donc c'est largement féminisé. Et ça tout simplement parce que ce sont des tâches qui étaient réalisées historiquement gratuitement par les femmes dans le cadre du travail à domicile. Et puis qu'avec l'arrivée des femmes sur le marché du travail, et puis aussi une augmentation de la dépendance liée à l'allongement de vie, par exemple, on a eu de plus en plus besoin de ces femmes qui travaillent pour autrui, hors du cadre domestique. Donc voilà, et sur les problèmes, on a tout un panel, notamment le fait que ce travail-là est réalisé en grande partie par des femmes précaires, de classe populaire, qu'on a orientées vers ces métiers-là, parce qu'on considérait qu'elles pouvaient le réaliser et valoriser les compétences domestiques sans avoir à faire d'études particulières. Et donc, il y avait un gisement d'emploi qui était disponible. Et donc, on a poussé ces femmes-là vers ces métiers. Et ce n'est pas des métiers facilement qui permettent l'émancipation économique, puisque ce sont des métiers qui sont très mal rémunérés.
À titre d'exemple, une aide à domicile, c'est à peu près 900 € par mois. Donc, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu peux expliquer justement pourquoi c'est en dessous le SMIC, par exemple? Parce que ces métiers, en fait, finalement, le fait de prendre soin d'autrui, ça nécessite une disponibilité qui est énorme. Et donc, on a des enjeux de temporalité vraiment qui sont clés dans ces secteurs. Et donc, on a un étalement du temps de travail, mais en même temps, il est très fractionné. Donc, c'est difficile d'arriver à des temps pleins. Et on compte en plus uniquement les heures de prestation de soins. Donc, pas les déplacements. On a aussi des temps qui sont comptés différemment. Par exemple, le temps de présence, ça existe. Voilà, c'est pas du travail, mais on est présent, par exemple, pendant la nuit. Et ça, c'est pas considéré comme du travail qui peut être rémunéré à hauteur du SMIC. Donc, il y a plein d'explications qui font qu'on n'arrive pas au SMIC, finalement. Oui, j'avais lu dans les temps de présence, donc les temps de déplacement, alors sont parfois rémunérés dans certains organismes, mais globalement ne le sont pas, mais pas non plus certains temps de coordination avec la famille, genre le coup de fil passé justement dans la voiture en rentrant entre deux domiciles, ça non. Exactement. Derrière les métiers de prendre soin, il y a aussi beaucoup chez les personnes une idée de vocation et de sens très important qui est mis derrière le métier. Et donc, on a des heures de bénévolat qui se font même dans le cadre salarié, finalement, en allant plus loin, soit sur les temps, soit dans les missions aussi. Puisque quand il y a des manques, on va aller faire des tâches, accomplir des tâches qui ne relèvent pas forcément de son cadre, de sa fiche de poste, tout simplement. Et donc, il y a des débordements comme ça qui ne sont pas rémunérés. D'ailleurs, fiches de poste, est-ce qu'elles sont si bien qualifiées, référencées, spécifiées que ça dans ces métiers, ou est-ce qu'en fait les fiches de poste d'abord n'existent pas toujours ou ne représentent que partiellement la réalité des tâches effectuées? Alors moi je parle vraiment de ce que je maîtrise, c'est-à-dire le secteur de l'aide aux personnes âgées, mais je pense que ça recoupe avec les autres secteurs. Souvent les fiches de poste ne sont soit pas bien renseignées, soit carrément mensongères, j'ai envie de dire, quand on sait que finalement derrière dans la structure on n'a pas les moyens qui sont donnés à la personne de réaliser les missions qui sont présentes sur la fiche de poste. Je pense notamment en fait des sous-effectifs, et donc qui conduisent les personnes à faire bien plus que ce qui était noté. On a beaucoup d'assistantes de vie sociale par exemple, ou dans les EHPAD qui vont faire bien plus, qui vont aller jusqu'à faire du soin parfois, alors que c'est pas dans leur mission. Et on dit souvent, donc, mais on le sait, c'est démontré globalement, ce sont des métiers qui sont mal rémunérés. Qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui, en se basant, si on se réfère à la loi Roudy, qui donc décrit des grandes catégories pour établir la rémunération en fait de manière libre, égale. Je sais pas pourquoi, égale. Donc pour appliquer concrètement cette histoire à travail de compétences égales, valeur égale, rémunération égale. Donc il y a plusieurs choses à regarder. Et quand on regarde ces plusieurs critères, que ce soit par exemple, je vais lancer sur la responsabilité. Souvent ce sont des métiers qui sont très mal valorisés sur le critère de la responsabilité. Oui, complètement. Et c'est Rachel Silvera, par exemple, qui devait être ici aujourd'hui, qui va comparer un ingénieur et une sage-femme, voilà, où on a des diplômes Bac+5 dans les deux cas. Et en fin de carrière, on a quand même un écart de 500 € par mois qui est observé. Alors que ce qui est interrogé, c'est à la fois les conditions de travail, un ingénieur dans quelles conditions il travaille par rapport à une sage-femme, et puis le niveau de responsabilité exactement de la sage-femme à chaque accouchement, c'est 2 vies qu'elle a en charge. Pour les personnes vulnérables aussi, c'est on laisse les personnes entrer dans les foyers et prendre soin de nos proches vulnérables. De manière complètement isolée. De manière seule, ça c'est un énorme enjeu. Je pense, on parle d'utopie et de piste de solution, mais ça c'en est un, l'isolement. Et ce sont des personnes qui font un travail remarquable, mais pas remarqué. Sur la pénibilité aussi Sur la pénibilité, on peut dire plein de choses. Ce sont des métiers qui sont en crise de recrutement et qui vient aggraver des conditions de travail qui sont souvent difficiles parce qu'on a à la fois
une pénibilité physique par des gestes répétés, notamment dans tout ce qui est soins matériels. Là encore, je me réfère aux aides à domicile ou aux personnes qui travaillent en EHPAD, qui donc ont des métiers et des risques d'exposition aux troubles musculo-squelettiques très importants, mais aussi risques psychosociaux, voir la personne se dégrader, ne pas pouvoir prendre soin d'elle comme on aimerait. Ça, ce sont des conditions qui font qu'il y a une souffrance au travail. Et recueillir la souffrance des autres aussi, enfin l'accueillir, la gérer, faire les interfaces avec la famille, le monde médical, qui peut porter des intérêts contradictoires en plus. Ouais. Tout ça, c'est finalement pas du tout traduit aujourd'hui financièrement dans un niveau de rémunération correct. Décent. Oui, et puis même, ce qui est, je pense, assez important d'avoir en tête, c'est que ce sont des femmes une profession en tout cas pour les métiers du soin auprès des personnes âgées, qui est vieillissante et qui du coup se retrouve également en situation d'aidance avec leurs propres proches. Donc il y a le travail domestique, mais aussi le fait parfois de s'occuper d'un parent âgé qui vient s'ajouter. Et donc on a une charge de travail qui est monumentale. Et d'ailleurs, quand on a échangé rapidement, on m'a dit, moi, je dis pas du vous au tu, que vous travaillez beaucoup sur la question des aides à domicile et que la situation n'avait pas toujours été aussi problématique qu'elle est aujourd'hui, pour plusieurs raisons, et donc pour lesquelles oui, alors la situation s'est dégradée à partir des années 2005-2010 avec une forme de libéralisation du travail, comme dans beaucoup d'autres secteurs. On avait un mouvement qui tendait à reconnaître les diplômes, revaloriser les salaires en fonction de ces diplômes et donc offrir un cadre plus sécurisant et un niveau de reconnaissance plus important à ces métiers. Et puis, progressivement, on a ouvert à la concurrence, on a délégué à l'associatif qui est un employeur très important dans les métiers d'aide à domicile et qui sont en difficulté puisque leurs financements sont limités et puis doivent répondre à une logique d'appel à projet, donc faire mieux avec moins de moyens pour être concurrentiel, etc. etc. Et donc c'est toute cette tension qui a amené à finalement avoir des difficultés de recrutement, et donc on va se tourner vers des cadres de travail un petit peu différents du salariat. Donc ça va être faire appel à des auto-entrepreneuses, des particuliers employeurs, ça va être faire appel à des services civiques, à des bénévoles pour essayer de remplir la mission. Et ça vient complètement casser ce qui avait déjà été acquis en termes de droit du travail. Et les sous-effectifs font qu'on ouvre la porte à des gens qui ne sont pas nécessairement formés, comme c'est le cas des services civiques qui ne sont pas censés être professionnels, etc. etc. Donc ça pose ces questions-là. Et j'ai mangé ma question. Ouais. Tant pis, je l'ai mangé. Aujourd'hui, on est en train d'explorer les utopies féministes. Oui. Le titre qu'on a choisi pour cette séquence et qu'on a gardé, c'était « Prendre soin, c'est changer le monde ». Ouais. Ce que nous, on pensait vouloir dire par là, c'était qu'une société qui mettrait vraiment au cœur de ses priorités le fait de prendre soin des personnes qui en ont besoin, prendrait aussi soin de celles qui s'en occupent. Et comment on pourrait faire pour que ce soit le cas, du coup ? Mais il y a plusieurs pistes de solutions qu'ils ont explorées, à la fois par Rachel Silvera, et je pense aussi aux travaux de Annie Dussuet, Emmanuel Puissant et François-Xavier de Vetter, qui proposent des solutions. Surprise, le premier, c'est le financement et les modes de financement. Donc c'est d'abord mettre de l'argent sur la table pour revaloriser les salaires et montrer que le travail de prendre soin est essentiel. Et c'est aussi tout le dilemme qu'on a pu voir après le Covid, finalement. On passe des applaudissements, mais quand est-ce qu'on a du concret, quoi. Donc il y a des choses qui commencent à être mises en place, mais le travail que Rachel Silvera a fait pour l'IRES, dans le cadre d'une étude commandée par la CGT, qui est très récent, là, montre qu'il faudrait créer 1,1 million d'emplois, et puis qu'il faudrait mettre 35 milliards d'euros sur la table pour pouvoir déjà payer décemment les emplois existants, voilà, exactement. Et donc payer décemment, c'est par exemple une aide à domicile, la passer donc de 900 et quelques euros par mois à 1600, 1700 quasiment, ce qui semblerait correspondre et aux compétences et à l'engagement nécessaires dans ces métiers. Et puis 44 milliards d'euros supplémentaires pour une création d'emplois, des postes manquants, ce qui fait 79 milliards d'euros qui sont nécessaires
pour offrir des conditions de travail décentes. Et dans un monde où l'argent est roi, c'est déjà le début d'une reconnaissance sociale. Mais ça va bien plus loin, évidemment. C'est aussi repenser l'organisation des métiers pour permettre à des meilleures conditions de travail, tout simplement. Donc c'est aussi repenser comment on organise les plannings, comment on organise le management dans ces métiers. Et il y a de plus en plus d'expérimentations pour permettre aux salariés de s'auto-organiser. Et ça, je pense que quand on parle d'utopie, c'est assez intéressant pour qu'elles créent elles-mêmes leur planning, que ça corresponde aux besoins des bénéficiaires, qu'elles sont les mieux placées pour connaître les besoins. Et puis aussi pouvoir avoir un arrangement entre vie privée, un équilibre vie privée, vie perso qui soit correct. Donc il y a de plus en plus de structures de l'ESS qui, de manière volontaire... L'économie sociale et solidaire. Ceux qui sont pas. Exactement, d'associations de l'économie sociale et solidaire qui essayent et qui ont conscience que finalement le travail qu'elles organisent peut créer de la souffrance et donc cherchent de nouveaux modes d'action qui soient plus collectifs et permettent la rencontre entre ces travailleuses pour pouvoir aussi s'organiser, porter des revendications et puis pouvoir échanger aussi sur les situations et mieux prendre en charge finalement les bénéficiaires. Et puis donc la revalorisation salariale, ce serait quand même la clé aussi pour pouvoir ces emplois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec de meilleurs salaires, nous aurions plus de candidates et de candidats? Oui, tout à fait. Ce qui nous permettrait de sortir de cette idée que ces métiers n'en sont pas, puisqu'ils ne sont jamais qu'une extension des compétences ou naturelles ou acquises socialement par les femmes, ce qui reste encore une idée très largement répandue finalement et justifiée par le niveau même des salaires en fait. C'est le stéréotype qui alimente la réalité, qui alimente le stéréotype de nouveau. Ouais. Et ça on le voit aussi de manière assez marquée récemment dans les métiers d'aide à domicile, puisque dans les financements se concentrent sur des tâches de soins matériels. Et toutes les tâches plus de convivialité relationnelle sont moins bien financées et donc sont réalisées soit par des professionnels qui y trouvent du sens mais sacrifient du confort de travail ou des services civiques, des bénévoles. Et donc ça c'est assez inquiétant comme division parce qu'elle est récente et elle réaffirme finalement que les compétences d'écoute, d'empathie qui sont nécessaires dans ces métiers ne valent rien et sont de l'ordre du naturel et peuvent être spontanées, quoi. Alors, Rachel Lucidi-Vera, elle prône, pas toute seule, avec d'autres, elle encourage en tous les cas, les travailleurs et travailleuses du soin et du lien aux autres à se syndiquer, et les syndicats à porter des actions de groupe, en fait. Elle disait que c'est une procédure juridique qui est encore assez peu utilisée en France, mais qui permettrait de porter en fait des actions en discrimination salariale, par exemple en s'appuyant sur des comparaisons très objectives par critères du coup de responsabilité, pénibilité, etc., niveau de diplôme initial à des métiers, par exemple la prédominance masculine, sur lesquels ce travail de valorisation salariale est fait, pour mener des actions de groupe en discrimination en fait et remettre à niveau certains niveaux salarial, le niveau salarial de certains métiers. Et c'est aussi au syndicat d'aller vers, parce que il y a un isolement qui est très fort et donc on ne croise pas forcément ses collègues et l'épuisement ne permet pas toujours aussi que la mobilisation soit spontanée. Et elle peut être difficile aussi quand elle est combinée à des problématiques de racisme, par exemple, parce que c'est aussi un sujet qui est central dans ces métiers. On a beaucoup de femmes issues de l'immigration, notamment en région parisienne, qui font ces métiers du soin et de prendre soin de l'autre. Et ça complique et parfois ça se rajoute aussi à la maltraitance au travail. Et ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Racha sur le fait que il faut absolument qu'on travaille sur la question du féminisme qui ne profite pas qu'à certaines, par exemple pour faire de belles carrières, pendant que d'autres finalement continuent d'assumer les tâches traditionnellement assignées aux femmes dans des conditions de précarité très importantes. Totalement, oui.
Alors bien sûr, ça ne concerne pas que les femmes, mais bien sûr les hommes. Et je voulais vous poser une dernière question. Connaissez-vous des initiatives ou des territoires ou des pays étrangers qui feraient un peu référence, qui sont plus avancés sur le chemin d'une utopie féministe comme ça, où le prendre soin est concrètement mis au cœur du projet de société? Et quand je dis concrètement, ça veut dire avec des filières de métiers qui sont bien valorisées, bien dotées en effectifs, bien payées, etc. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous, mais c'est jamais parfait, encore une fois, parce que voilà, ça croise tellement de problématiques de précarité, de racisme, d'enjeux économiques importants que voilà. Mais je pense que les pays nordiques sont encore une fois assez en avance là-dessus. Je pense notamment aux Pays-Bas qui ont développé ça a commencé par les soins infirmiers, mais une méthode qui s'appelle la méthode Burtor, que je dois sûrement mal prononcer, mais qui du coup permet aux équipes d'être autonomes et qui se diffuse. Et donc là en ce moment on a une expérimentation européenne qui vise à diffuser ce modèle-là. On n'est pas sur des revendications forcément économiques, mais par contre de renverser un peu le rapport de force pour aller derrière pouvoir porter ces revendications. Ça me paraît être une tentative intéressante. Et dans l'étude conduite par une équipe dirigée par Rachel Silveral, elle disait que pour se mettre au même niveau, au même taux de service, donc taux d'encadrement que la Suède par exemple, je crois que c'est pas 1,1, vous avez dit 1,1 million d'emplois, ouais. Il leur faudrait 1,7. Donc c'est pour dire à quel point on est très très loin en fait du taux de service, en fait, du nombre de personnes pour encadrer tel type de public selon que ce sont des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, etc., en situation de dépendance. Oui, avec 1,1 million, ils sont restés... Oui, c'est pas une revendication farfelue, c'est une revendication tout à fait modérée au regard des besoins. Tout à fait. Eh bien, on va s'arrêter là sur les métiers du soin et sur cette utopie cette utopie qu'il faut absolument mettre en œuvre en luttant au sein du collectif, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on a un message à faire passer, c'est de sortir des isolements, soit des rôles modèles complètement iconiques et inatteignables, soit justement de rester dans son isolement d'immense précarité, et que la solution, quelque part, elle passe par des mobilisations collectives. Ouais, et puis, je rajouterais, elle passe par la reconnaissance, finalement, de toutes les compétences, de tous les savoirs qui sont nécessaires, et revendiquer que prendre soin les uns des autres, les unes des autres, c'est central pour une société qui fonctionne bien, mais que c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à un confort matériel, mais par contre le placer au centre et en revendiquant que ce sont ces compétences-là qu'il faut valoriser et qu'il faut reconnaître. Je pense que là, on a quelque chose d'essentiel. Merci beaucoup, Louise. Merci. Vous pouvez retrouver les autres conférences du Festival 2023 des Fameuses consacrées aux utopies féministes sur le site internet lesfameuses.com. Si vous souhaitez adhérer, donner ou collaborer avec l'association Les Fameuses, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram @lesfameuses_, sur LinkedIn ou sur Facebook. Merci pour votre écoute.